Je m'appelle Abalan Arabe Abdou Chakourou. Voilà, comme tout Africain, on indique toujours son village. Voilà, pour mieux achever l'identification. Donc je suis de Fumbuni dans le Badjini. Voilà, je fais des études de sciences économiques à Aix, hein. Je fais une maîtrise, puis ensuite un DEA de finances publiques à Poitiers. Et puis j'ai fait un doctorat de finances publiques à Aix-en-Provence. Alors ma thèse de doctorat, ça portait sur le contrôle des finances publiques aux Comores. Parce que bon, le contrôle, c'est un thème central en matière de finances publiques. Donc, comme j'ai travaillé d'abord aux Comores en tant que directeur des finances, puis après contrôleur financier, je voulais approfondir cette thématique-là. C'est pour cela que j'avais choisi comme sujet le contrôle des finances publiques aux Comores. Alors, je suis allé à Aix, j'ai fait une proposition du sujet et puis le directeur de thèse a donné son accord. Et parce que aussi, mon directeur de thèse disait aussi qu'en France, le thème de contrôle il n'y a pas beaucoup de publications sur cette thématique-là. Donc moi, c'était en 1987 que je préparais la thèse. Et il avait dit que même en France, le dernier ouvrage qui est écrit sur le contrôle des finances en France, c'était en 1968. Donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de livres qui portent sur le contrôle. Donc voilà, donc j'étais donc d'accord, lui aussi, et nous sommes tombés d'accord. C'est pour cela que j'ai choisi cette thématique-là. Aussi, je l'ai rédigé aussi à l'intention aussi des étudiants. Parce qu'aux Comores, il n'y a pas beaucoup de manuels. Quand les étudiants qui étudient, que ce soit aux Comores ou à l'étranger, manquent de manuels qui portent sur des thématiques comoriennes et qui sont écrits par des Comoriens. Voilà. C'est pour cela que je fais ça. À mon retour aux Comores, parce que bon, avant d'aller faire le doctorat, bon, j'étais donc aux finances en qualité de contrôleur financier. Et puis ensuite, à mon retour, j'ai intégré le Trésor. Parce que bon, j'ai intégré le Trésor, j'ai commencé, déjà avant d'aller faire la thèse, je travaillais au Trésor. J'étais dans le service de recouvrement. J'étais chef de service de recouvrement et puis après, quand je suis arrivé, je suis allé j'ai réintégré le service recouvrement et puis après, j'étais le même chef de division recette et premier fondé de pouvoir. Et après, bon, comme chef de division et après conseiller. Et puis ensuite conseiller des ministres des Finances, et puis ensuite conseiller du chef de l'État. Et puis ensuite je suis revenu aussi au Trésor comme TPG. Les finances publiques de Comores, c'est-à-dire aux Comores, nous avons de bons textes. Nous avons de très bons textes, nous avons un personnel aussi qui est qualifié, qui sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, bon, il y a des bons textes parce qu'il y a la LOF, la loi sur les opérations, la loi organique sur les lois des finances, c'est une bonne loi. Donc on a des bons textes. Maintenant, en ce qui concerne l'application, bon, il y a toujours un conflit entre les fonctionnaires qui l'appliquent et les politiques aussi. Ce qu'il y a, c'est au niveau politique. Parce que bon, les politiques veulent bien qu'on applique les textes à condition que ce ne soit pas sur eux, quoi. Donc que ce s'applique aux autres, mais pas à eux. Et c'est difficile. Et puis ensuite, les politiques n'aiment pas être contrôlés par des fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires de la justice, que ce soit les fonctionnaires de la section de comptes, que ce soit les fonctionnaires du ministère des Finances. Bon, il y a un peu un conflit à ce moment-là. Or, chacun devrait rester à sa place. Les politiques, personne ne veut prendre la place des politiques.
Les politiques, ils ne sont pas experts, hein, ils sont là pour décider, c'est tout. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont bons élèves ou ils sont plus intelligents que les autres. Non, non, non. Eux, ils décident, c'est tout. Donc les fonctionnaires eux, préparent les décisions, après ce sont les politiques qui choisissent. Donc bon, les politiques n'ont pas à donner des explications techniques, c'est chacun sa place. Quoi. Seulement c'est eux qui décident. Parce qu'ils sont, ils sont élus pour ça, ils sont désignés pour ça. Voilà. Donc les finances publiques bon, marcheraient peut-être mieux si chacun restait à sa place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le comptable supérieur contrôle les autres comptables, si les députés font leur contrôle politique, voilà, et puis ensuite, si la section de compte aussi fasse son contrôle juridictionnel. Donc que chacun reste à sa place. Mais on a des bons textes, on a un bon personnel, mais bon. Maintenant, c'est l'application. L'application, elle n'est pas si difficile que ça. Mais c'est que, bon, il faut accepter les règles du jeu. C'est tout. Personne ne veut prendre la place de qui que ce soit, mais que chacun reste à sa place. Et que la politique, les politiques fassent la politique, et que aussi les techniciens, les fonctionnaires aussi fassent leurs propositions. Et après, les politiques, ils décident. Quoi. Voilà, donc moi je pense que les finances que nous avons, les finances publiques que nous avons, nous avons les bonnes règles. Maintenant, au niveau de l'application, c'est un peu difficile au niveau des fonctionnaires surtout parce que s'ils veulent appliquer les règles, bon, les politiques ne sont pas toujours d'accord. C'est là où effectivement il y a, je dirais, il y a une tension, voilà. Mais il ne faut pas non plus diaboliser le politique parce que le politique, c'est qu'il veut, il veut des résultats rapidement. Parce que s'il est là au maximum, il en a pour 5 ans. Et encore un ministre des Finances qui est le patron de tous les patrons comptables. Et il ne restera jamais 5 ans. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait un rendement rapidement. Donc voilà. Mais à mon avis, les finances publiques aux Comores, on a des bons textes. Maintenant, pour l'application, bon, c'est plus ou moins. Mais ce sont surtout les organes de contrôle qui devaient rester vigilants. Voilà. Que ce soit des contrôles techniques, que ce soit des contrôles a priori, que ce soit des contrôles administratifs, que ce soit des contrôles juridictionnels. Voilà. Donc il faut que tous ces systèmes de contrôle fonctionnent et jouent leur rôle. Voilà. Sinon, on a des bons textes. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'aux Comores, qu'on le veuille ou non, on a une économie de marché. Hein. Parce que, bon, il y a un service de contrôle de prix, mais ce service-là ne fait que surveiller l'application des prix, quoi. C'est tout. Hein. Mais aux Comores, nous avons une économie de marché. Et ce qu'il y a, c'est là où ça pêche un peu, c'est au niveau de la juridictionnalisation, c'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a des différends, voilà. C'est la libération de toutes ces actions-là au niveau de la justice. Sinon, au niveau à mon avis, l'économie comorienne, c'est une économie qui est ouverte, c'est une économie de marché, qu'on le veuille ou non. Mais, et après, bon, il y a les institutions de contrôle, voilà. Hein. Moi, je pense que, l'économie, c'est le droit. Hein. Donc, c'est pas seulement que des chiffres, c'est pas seulement des prévisions, mais il y a aussi des règles, que ce soit les finances publiques, que ce soit les finances bancaires, et tout ça, ce sont des règles, ou les finances comptables, parce que le plan comptable, c'est du droit, ce qu'on appelle du droit comptable. L'économie de banque, les finances des banques, c'est aussi du droit bancaire. Donc, il suffit tout simplement de respecter, à mon avis, on a une économie qui est ouverte, on a une économie de marché. Maintenant, il faut que les institutions de contrôle, les institutions de droit aussi jouent leur rôle. Voilà. C'est comme ça que je pense en ce qui concerne l'économie des Comores.
Oui, oui et non. Parce que bon, moi j'ai enseigné à la fac de Sciences Éco aux Comores, hein, j'ai enseigné à Master 1 et Master 2, les finances publiques, la comptabilité publique. Donc, et je retrouvais 3 ans, 4 ans, 5 ans après, je retrouve ces étudiants-là à la Banque centrale, à la BIC, à la BDC et même au ministère des Finances. Donc, bon, c'est vrai, chaque année, il en sortait 60 à 90 étudiants hein, de Sciences Éco. Hein. Donc, l'économie, c'est assez large parce que vous pouvez être soit des gestionnaires, soit des comptables, soit des analystes, soit des statisticiens. Donc, c'est pas seulement le boulot, les boulots du cadre ne sont pas nombreux. Donc, c'est pour cela que, effectivement, tout le monde ne trouve pas d'emploi rapidement. Mais la faculté des sciences éco, le rôle de la fac, c'est de former, de donner une formation générale. Et après, l'étudiant se spécialise. Les gens, après, ils peuvent se spécialiser. J'ai vu même des gens qui étaient titulaires de Master 1 ou Master 2 et qui sont devenus des RH, quoi. Donc, directeur des ressources humaines. Donc, il y a plusieurs emplois. On peut avoir plusieurs spécialités. Donc, je pense que la fac de Sciences Éco à l'Université de Comores joue son rôle et donne cette formation générale en sciences économiques. Après, c'est à l'étudiant de se spécialiser. Il y a beaucoup de spécialités. Donc voilà. Je pense donc, moi personnellement, hein, que la fac de Sciences Éco au Comores joue son rôle. Bon, maintenant, il y a des emplois, par exemple, les emplois dans les projets, par exemple, hein, dans les projets des bailleurs et tout ça. Par exemple, le responsable en suivi et évaluation, le responsable en comptabilité et tout ça, c'est des emplois qui pourraient être occupés par des titulaires de Master 2 de sciences économiques, à condition qu'ils se spécialisent en comptabilité, à condition qu'ils se spécialisent en suivi et évaluation, tu vois, et même en passation de marché. Voilà, donc je pense que la faculté des sciences économiques des Comores joue son rôle, dispense une formation générale en sciences économiques. Après, c'est à l'étudiant de se spécialiser ou d'aller continuer à l'extérieur. C'est vrai qu'on fantasme beaucoup sur les transferts de la diaspora, mais c'est de l'argent privé. Le gouvernement, ce que le gouvernement peut faire, c'est donner des orientations pour canaliser ce fonds-là. C'est-à-dire parce que c'est de l'argent qui est, bon, pour l'instant, cet argent-là, il est utilisé aussi. Il est utilisé, il ne faut pas oublier que cet argent-là est utilisé dans le grand mariage, c'est-à-dire quoi? Dans la construction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans la consommation. C'est-à-dire quoi? C'est quand on dit construction, il y a beaucoup de choses, hein, ce qu'on appelle le secteur de la construction. Il est aussi dans les transports, il est aussi dans le tourisme, il crée aussi des entreprises. Et ensuite, dans les communautés, dans la santé, dans l'éducation. Combien de gens, il y a beaucoup d'étudiants comoriens qui sont à l'extérieur et qui sont payés par la diaspora. Les études sont financées par la diaspora. Donc cet argent-là, il va dans tous les secteurs, inonde tous les secteurs. Donc, et puis ensuite, ce qu'il y a, c'est de l'argent sain, c'est-à-dire c'est de l'argent privé. Donc le gouvernement, ce que le gouvernement peut faire, c'est inciter. Moi, à mon avis, si on me demandait mon idée, ça serait qu'il y ait des produits à long terme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait des produits, par exemple assurance vie, peu importe, des produits à long terme, de façon à ce que cet argent-là, à ce moment-là, la diaspora place son argent et qu'il reste longtemps, pendant 10 ans sans bouger. Et à ce moment-là, avec cet argent-là, on peut l'utiliser pour faire du développement. Tu vois? C'est-à-dire que pour cela, il faut que ce placement-là soit très bien rémunéré. Parce que quand il y a le taux des banques, le taux d'intérêt aux Comores, c'est entre 7 et 14. Donc, pour que moi, je puisse poser mon argent, il faut que tu rémunères l'argent que je dépose. C'est-à-dire qu'il faut que moi, que j'ai intérêt à laisser mon argent à la banque
plutôt qu'aller l'utiliser dans la construction ou aller créer une épicerie. Tu vois? Donc il faut toujours que j'ai un intérêt. Si vous n'augmentez pas les intérêts, les gens ne placeront pas leur argent. Et si vous ne bloquez pas l'argent à long terme, parce que vous faites du développement, pourquoi? Les routes et tout ça sont des investissements. C'est vrai, c'est bon pour l'économie. Mais les routes, quand ce n'est pas de l'argent de l'extérieur, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, bon, là, c'est autre chose. Mais ça, c'est une aide, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va continuer, ça va s'arrêter, ou voilà, c'est une incitation. Mais si on veut capter l'argent de la diaspora, on devrait faire des propositions pour fixer, retenir cet argent-là, parce que c'est de l'argent privé. Si les gens n'ont pas intérêt à laisser leur argent là-bas, ils vont l'utiliser autrement. Donc pour l'instant, cet argent-là est utilisé dans le grand mariage, on le veuille ou non. Et quand on dit grand mariage, c'est pendant les périodes de grand mariage. En dehors des périodes de grand mariage, parce que pour qu'il y ait un grand mariage, il faut que la maison soit construite, que ce soit meublé, tu vois, et qu'elle soit prête pour le grand mariage. Donc vous voyez bien que ça... Et puis ensuite, quand il y a le grand mariage, vous avez les transports. Donc il y a tous les secteurs qui sont redynamisés, qui se mettent en branle. Donc pour canaliser cet argent-là, il faut créer des produits financiers pour pouvoir fixer cet argent-là. Parce que si vous ne proposez rien, c'est de l'argent privé, les gens ne vont pas laisser leur argent là. Donc vous pouvez toujours fantasmer en disant que l'argent de la diaspora, les euros de la diaspora. Mais il faut proposer quelque chose pour que les gens laissent leur argent là. Le taux d'intérêt en France, il est bas. Il est, le taux d'usure, il est à 2,75. Donc, au moins au niveau de l'immobilier, c'est-à-dire que si tu laisses ton argent, même dans le livret A, vous avez vu un peu le livret A, là, sa rémunération? Donc les gens n'ont pas intérêt à laisser leur argent au livret A. C'est parce qu'ils en ont assez qu'ils ne prennent pas l'argent. Mais s'ils trouvent un endroit où ils peuvent déposer leur argent et que la rémunération est conséquente, ils vont déposer leur argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire de morale. L'argent, c'est comme une sorte c'est comme de la météo. Tu vois, la partie basse, tu vois, forte pression et basse pression. C'est-à-dire, là où l'argent peut être rémunéré, ben, c'est là où il va. Donc, pour attirer l'argent de la diaspora, on devrait créer des produits de façon à fixer, à canaliser cet argent-là. Mais tant qu'on laisse comme ça, et puis ensuite, on ne peut pas décréter. Parce qu'on est sur un système qui est ouvert. Donc on ne peut pas obliger les gens de la diaspora à mettre leur argent à un secteur quelconque. Non, on ne peut pas les obliger, c'est leur argent. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire une incitation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient un intérêt à ce qu'ils placent, qu'ils canalisent, ils utilisent cet argent-là dans ce secteur. Et à ce moment-là, il faut ce qu'on appelle une incitation. Moi, c'est comme ça que je vois comment on peut canaliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, ouais, pourquoi on ne fait pas des routes avec? Pourquoi non? Quand vous avez de l'argent au jour le jour, vous ne pouvez pas financer des infrastructures. Il faut financer des infrastructures avec de l'argent à long terme qui est déposé quelque part à long terme. Donc vous ne pouvez pas faire du long terme avec de l'argent au jour le jour, quoi. Parce que les crédits que les gens prennent, les banques, qu'est-ce qu'ils donnent comme crédit? Un crédit de 2 ans, un crédit de 5 ans. Il n'y a pas de crédit de 20 ans. Donc vous ne pouvez pas. Or, pour pouvoir faire des crédits de 20 ans, il faut qu'il y ait des dépôts de plus de 20 ans. Donc, parce que les banques, ils ne peuvent pas. Donc, et les banques, eux, c'est avec les dépôts de plus de 20 ans qu'ils vont investir sur des infrastructures de 20 ans. Donc, toi, tu déposes ton argent, tu restes tranquille, je dépose mon argent pendant 20 ans. Mais à celui qui le reçoit, l'argent, la banque, lui, il ne va pas laisser ton argent là-dedans. Il va l'utiliser, il va prendre des assurances, et puis ensuite, il va utiliser ton argent pour des réalisations pour 10 ans. Ouais. Donc, tant qu'on n'aura pas ce montant, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des incitations à investir pour la diaspora, l'argent de la diaspora va s'utiliser dans le privé, c'est-à-dire dans la consommation, c'est-à-dire immédiatement. Consommation, que ce soit ou dans le transport, ou dans la construction, ou dans le grand mariage, en fin de compte. C'est que nous n'avons pas beaucoup de relations économiques ni commerciales avec les pays de l'océan Indien. Tu vois.
Les échanges que nous avons à Madagascar représentent 7% des importations. Donc c'est insignifiant. N'en parlons plus de l'île de la Réunion, n'en parlons plus des Maldives, n'en parlons plus des Seychelles, etc. Nous n'avons pas beaucoup de relations. Donc comment voulez-vous avoir une économie si vous n'avez pas de point de convergence? On n'a pas de convergence avec les pays de l'océan Indien. Donc nous, on est bien intégrés dans la zone euro, on a beaucoup de relations économiques avec la France, avec l'Allemagne, donc ça c'est la zone euro. Bon, en ce qui concerne nos importations, on importe des produits de Dubaï, de Chine, de France, et bien sûr le riz du Pakistan, et après un peu de Madagascar. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des échanges pour qu'il y ait convergence, pour que vous puissiez bâtir ensemble une économie. Et au niveau de l'océan Indien, les Seychelles, l'île Maurice, c'est une économie de tourisme. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Moi, à mon avis, faire une économie de tourisme, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas facile parce que l'économie de tourisme, ça détruit aussi les choses, ça détruit l'environnement, ça détruit, c'est pas facile. Donc il faut un investissement. Alors l'argent, il faut le prendre là où il est, à condition que les gens qui l'ont acceptent de le donner. Or, les bailleurs, eux, quand ils viennent, ils ont déjà des projets, donc ils ne vont pas financer, bon, pas forcément, ils te diront que nous, on finance les projets du pays, mais en réalité, ils ont déjà prévu depuis 10 ans les secteurs d'intervention, quoi. Après, quand ils viennent, ils te disent, voilà, si vous investissez, si vous voulez investir sur la route, nous, l'Union européenne, on est prêt à vous aider, ou ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne l'océan Indien, on n'a pas beaucoup de convergence avec les pays de l'océan Indien. C'est pour cela qu'on est le maillon faible, ok, par rapport à l'île Maurice, par rapport à l'île Maurice, par rapport aux Seychelles. Mais bon, par rapport à Madagascar, on n'est pas un maillon faible, même si on a nos étudiants qui vont là-bas. Mais une économie, c'est la monnaie. Donc la monnaie de Comores par rapport à la monnaie de Madagascar, bon, voilà, elle est beaucoup plus enviable, quoi. Voilà. Alors la dette en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que si on s'endette pour s'enrichir, c'est-à-dire que tu peux t'endetter, mais ça dépend de ce que tu fais avec. Voilà. Donc en soi, d'ailleurs, même les pays développés sont endettés. Donc la dette en soi, c'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas dire que raisonner comme la grammaire en disant ah non, je vais exister sans dette. Non. Non, la dette, elle est nécessaire. C'est normal, à condition de fouetter l'économie. Mais ce qu'il y a, c'est que même nous, aux Comores, il y a la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que nous, on a signé un accord formel avec le Fonds monétaire. Et puis ensuite, la dette non concessionnelle, c'est-à-dire que la dette qui comporte une partie et dont très élevé. Donc, ça c'est et la dette, la limite de la dette de Comores, c'est 25 millions de dollars, quoi. Donc, on ne peut pas s'endetter infiniment, il y a une limite. Tu vois, on peut pas. C'est pour cela que nous avons des limites d'endettement et ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Donc, on peut s'endetter, mais il y a une limite. Mais en soi, la dette n'est pas mauvaise, mais aux Comores, à mon avis, hein, la dette est soutenable. Et là, nous n'avons pas une faiblesse là-dessus. Hein. Ce que je veux dire, même si elle est composée à 80% en dollars, quoi, Lib elle est en dollars. Bon, le dollar maintenant est égal à l'euro, mais ça ne porte pas à conséquence parce que bon, les Comores regorgent de devises. Donc, mais le principe de la dette, en soi, c'est une bonne chose, quoi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on s'endette, il faut quand même investir dans les infrastructures, c'est-à-dire que ce sont des structures ou des secteurs
de façon à avoir un effet multiplicateur, c'est-à-dire à augmenter comme on dit, les valeurs ajoutées. Voilà, c'est ça qui crée la croissance. Donc, en soi, moi, à mon avis, la dette en ce moment des Comores, elle est soutenable. Et bon, en revanche, la dette intérieure, alors là, elle se creuse chaque année. Mais elle ne se voit pas. Bon, on n'a pas, il n'y a pas beaucoup de publications sur la dette intérieure. Hein. Parce qu'en général, la dette extérieure, elle représente 10 à 15% de la dette totale. Attention, pour vous dire que c'est une petite partie. La grosse dette de chaque pays, c'est la dette intérieure, surtout nos pays africains. Donc, en revanche, là où je suis un peu inquiet, c'est au niveau de la dette intérieure, parce que chaque année, le budget il est voté en déficit, il est exécuté en déficit. Or, le déficit, ça se traduit comment? Ça se traduit par le retard de paiement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas assez d'argent au trésor, le fournisseur, il attendra. Donc, c'est comme ça que ça se traduit. Et le déficit, les gens le sentent comme ça. C'est-à-dire que les gens, quand on dit le budget exécuté avec un déficit, c'est-à-dire dès que vous entendez que le budget exécuté a un déficit, ça veut dire qu'il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés. C'est ça le déficit. Et à ce moment-là, leur nom, la liste s'allonge au trésor, ils seront payés, Inch'Allah, un beau jour, ou on ne sait pas. Le com, c'est que, encore, les mieux lotis, on leur donne une reconnaissance de dette, parce qu'il y a des gens qui ont eu des dettes du trésor, qui doivent de l'argent au trésor et qui sont décédés, qui n'ont pas encore été payés. Et encore, ils n'ont même pas une reconnaissance de dette, ils n'ont même pas un papier qui leur dit que le trésor leur doit quelque chose. Donc c'est quelque chose qui devait être organisé. Mais moi, personnellement, ce qui m'inquiète, c'est la dette intérieure. Parce que la dette intérieure, elle augmente chaque année. Et puis ensuite, on ne nous donne pas une comptabilité. Il n'y a pas de publication sur la dette intérieure. Or, celle-ci augmente chaque année parce que chaque année, on exécute le budget avec un déficit. Donc chaque année, on creuse la dette intérieure. Donc c'est cette partie de la dette qui m'inquiète. Ce n'est pas seulement aux Comores, hein, même dans tous les pays africains. Ils ont des problèmes, enfin, ils n'aiment pas révéler la dette intérieure. Or, chaque année, il y a des déficits et donc il y a une augmentation de la dette intérieure. Voilà. Les pays africains, c'est pareil, hein, ils sont toujours sous contrôle. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours une soutenabilité de la dette. C'est parce que l'endettement, il a des limites aussi. Donc les pays africains sont pareils, hein, ils sont toujours sous contrôle du Fonds monétaire. Donc, et puis ensuite, il doit avoir une soutenabilité, c'est-à-dire un plafond de la dette qui est souvent fixé par la Banque mondiale, quoi. Voilà. Parce que les autres bailleurs s'alignent sur les recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Donc en matière de soutenabilité de la dette, c'est la Banque mondiale qui fixe le montant et en fonction de la capacité du remboursement du pays. Voilà. Donc ça varie hein, suivant les pays, mais en général, les pays règlent d'abord la dette extérieure, bien avant la dette intérieure. Parce que même les pays africains, j'ai eu à suivre des dossiers africains sur la dette. C'était sur la dette intérieure, mais les pays étaient à jour en matière de dette extérieure, mais pas à jour en matière de dette intérieure. Donc c'est pour dire que la dette extérieure, il y a suffisamment de garde-fous, et c'est presque une obligation. Et alors que la dette intérieure, c'est pas pour autant, c'est pas une obligation parce que j'ai vu beaucoup de fournisseurs locaux qui n'étaient pas payés. Hein. J'ai vu même ça, même au Sénégal, ça arrive aussi. Hein. C'est pas seulement les pays difficiles au Congo, j'ai vu au Congo ou dans les... Mais c'est presque tous les pays. En matière, la dette extérieure est souvent payée, remboursée, mais la dette intérieure, et ça prend du retard, voire même des fois des années. Quoi. Voilà.
Les économies de l'île Maurice et Seychelles sont des économies touristiques, hein. Même un peu, il y a aussi l'économie bleue. Il y a maintenant au niveau de l'environnement. Mais l'économie des Comores n'est, à mon avis, c'est un avis, hein, personnel, je ne la trouve pas exsangue. C'est-à-dire qu'elle ne manque pas de moyens financiers, il ne manque pas de moyens de financement. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut orienter le développement. C'est-à-dire qu'on veut développer le tourisme, on veut développer la petite industrie. Qu'est-ce qu'on veut développer? Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une orientation économique. C'est-à-dire qu'on fait une orientation macroéconomique. Et après, il faut, par exemple, moi, ce que je vois au niveau des exportations, il n'y a pas de stratégie d'augmentation des exportations. C'est-à-dire qu'on laisse au privé, sans donnant d'instructions ni de directives, le soin de, je sais pas, de cultiver la vanille ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique d'augmenter les terres qui doivent recevoir la vanille, ou les terres agricoles, ou les terres d'ylang-ylang. Je ne vois pas, il n'y a pas de politique là-dessus. On dit que bon, on finance le secteur. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu une augmentation par exemple, est-ce qu'on incite les gens à augmenter les pieux, le nombre de pieux ou le nombre de tuteurs pour la vanille? Est-ce que pour l'ylang-ylang, comment on fait? Est-ce qu'on replante? Comment ça se passe? Le clou des girofles, j'ai l'impression que ce sont des activités presque sauvages, quoi. Et que, bon, à la limite ancestrale, quoi. Je ne vois pas, moi personnellement, du moins pas, à ma connaissance, je ne connais pas de politique d'ylang-ylang, je ne connais pas de politique. Pourtant, je suis dans le Badjilin où on cultive on fait la culture de la vanille et tout, mais je ne connais pas de politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on augmente le terrain? Comment on fait? Est-ce qu'on augmente aussi les pieux, les lianes, voilà. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a une volonté d'augmenter. C'est-à-dire que même les fonds, les devises, si vous voulez, de l'exportation, c'est-à-dire vendre plus, je ne vois pas. On laisse, j'ai l'impression que les choses se font au gré des marchés. Bon, ben, on trouve acheteur ou on trouve preneur. Mais moi, personnellement, je ne vois pas une politique au niveau de l'exportation. La structure politique, la structure économique des Comores change un peu, mais seulement parce qu'avant, il y avait l'agriculture qui occupait presque 70%. L'agriculture se réduit et maintenant, c'est le commerce, c'est les services aux Comores. Donc, c'est pour cela on réduit un peu l'agriculture au profit du commerce, des assurances, des services, en quelque sorte. Parce que quand vous avez le PIB, la composition du PIB, eh ben, vous avez il y a le secteur primaire là, qui diminue au profit du secteur secondaire, même tertiaire, quoi. Même les services. Donc ça, la structure commence à changer. Commence à avoir beaucoup de services maintenant. Mais bon, il y a la petite industrie, mais ça, ce sont les lambics. C'est pas la grande industrie, etc. Donc maintenant, est-ce qu'il faut investir dans le tourisme, comme l'île Maurice, bon, c'est un choix. Mais moi, personnellement, je ne vois pas, il n'y a pas beaucoup de bailleurs non plus qui veulent investir dans le tourisme. Les bailleurs veulent toujours investir dans tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire que dans tout ce qui est eau, à la limite avec électricité, solaire ou pas solaire. Mais dans tout ce qui est tourisme, il n'y a pas beaucoup de bailleurs or, les investissements qui se font aux Comores, ce sont les bailleurs, hein. C'est pas... Bon. Mais je sais pas, à mon avis, et pourtant il y a la main-d'œuvre qu'il faut, hein. Si on veut développer une industrie, si on veut développer des sites de production, il y a la main-d'œuvre qui peut être formée rapidement. Mais bon, le choix à l'île Maurice et les Seychelles se sont développés grâce au tourisme, donc c'est une économie touristique.
Moi, personnellement, je ne suis pas pour une économie touristique. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel parce que c'est pas une économie qui amène beaucoup de valeur ajoutée et qui rémunère très bien. Les salaires dans le tourisme, pour les locaux, hein, ils ne sont pas conséquents, quoi. Ils ne sont pas confortables, quoi. Donc, moi, personnellement, il faut en faire parce qu'il faut un peu de tourisme, ça c'est vrai. Mais si on me demande mon avis, je ne donnerai pas cette orientation-là. Parce que la valeur ajoutée, peut-être qu'il faut faire des lots. Maintenant, il y a le travail à distance. Pourquoi à ce moment-là n'est pas formé, c'est faire cette promotion-là? C'est-à-dire, tu peux être comptable en restant aux Comores, tu peux être comptable d'une boîte qui est à l'extérieur. Hein. Pourquoi ne pas développer ça? Par exemple, tu vois, il y a des sites comme ça de travail où les gens se vendent à l'extérieur. Ça peut s'organiser. Il suffit d'avoir des institutions qui placent ces gens-là. Tu vois, parce qu'on a la main-d'œuvre, on a la qualification. Je prends l'exemple de comptable parce que les chiffres, la comptabilité, c'est pareil, que ce soit que tu sois au Comores ou ailleurs, ou la comptabilité, c'est la comptabilité. Je veux dire, c'est pas une expertise. Puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est numérique, quoi, aussi. Ces gens-là, ils peuvent rester aux Comores. Et le travail à distance, moi je trouve que le travail à distance, il faut aussi peut-être voir comment développer ça. Est-ce qu'il faut une initiative publique ou une initiative privée? Mais à mon avis, le plus important d'abord, c'est les infrastructures, parce que tu ne peux pas développer le tourisme si toi, au niveau du transport, il n'y a pas de moyens de transport. Et si au niveau de la restauration, si nous on a vu Galawa, Galawa faisait venir ses produits d'Afrique du Sud. C'est pas normal. Si on a une industrie du tourisme, il faut qu'on puisse consommer sur place. Or, ça, il faut aussi... on a vu que lorsque Galawa se rendait au marché de Volo-Volo, tous les prix augmentaient. Parce qu'ils venaient, ils prenaient le quart de ce qui était proposé sur les étals. Et les gens qui venaient après, ils trouvent les produits, ils étaient chers. Du coup, Galawa non seulement ne trouvait pas, par exemple, au niveau des œufs, quand Galawa voulait se procurer des œufs, il n'y en avait pas sur place. Il est obligé de faire venir des œufs d'Afrique du Sud. Comment le tourisme, je veux bien, mais il faut qu'on se prépare dans ce secteur-là. Et c'est le privé, l'État ne peut pas se préparer à ça. C'est le privé. Hein. Donc, est-ce qu'on aura assez de pommes de terre pour l'hôtel? Est-ce qu'on aura assez, je ne sais pas, même de fruits à pain? Oui. C'est-à-dire, et puis ensuite, le fruit à pain, ce n'est pas n'importe quel fruit à pain, il faut que ça soit aux normes, parce que le restaurateur, il veut des produits qui soient normés. Il ne veut pas prendre des produits qui soient infectés ou qui soient... Voilà. Donc, c'est aussi exigeant. Le tourisme, c'est bon, mais ça va développer la restauration. Ça va développer aussi l'agriculture. Mais là, il faut que... Parce que moi, à mon avis, si on institue un hôtel comme Galawa et qu'on fasse venir les produits de l'extérieur, ça n'a rien servi. Je donne mon avis. Donc, ça veut dire que si demain on va avoir Galawa, ou un autre comme Galawa, un grand hôtel, il faut qu'au niveau de l'approvisionnement, ça tient la route, quoi. Donc, c'est un défi. C'est toute une filière qu'il faut réorganiser. C'est-à-dire qu'on part, il y a les transports qu'il faut organiser. Parce que quelqu'un qui veut aller à Galawa, s'il n'y a pas de moyen de transport, on ne peut pas toujours avoir sa voiture. Le gars qui est venu, ou la famille qui est venue passer à quelques jours aux Comores, à la limite s'il arrive à louer une voiture, mais sinon il prend le transport en commun. Et si à chaque fois qu'il veut prendre le transport en commun et il n'y a pas de véhicule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Galawa rien que pour rester toute la journée. Et quand il a fini, il faut qu'il revienne. Et s'il n'y a pas de véhicule de Galawa ou de Mitsemeoli qui rentre à Moroni, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il y a tout ça qui est à repenser. Donc c'est toute une filière qu'il faut repenser. Ça développe beaucoup de choses parce qu'il y a un effet multiplicateur. Hein. Allez, dans ça, le tourisme. Seulement, il faut effectivement répondre à ça. Hein, parce que je pense, et je fais confiance à ceux qui veulent développer ce secteur-là, ceux qui mettent de l'argent, ils ont dû faire un business plan, ils ont dû faire des SWOT, ils ont dû faire un diagnostic et tout ça. Donc ils savent où ils mettent le pied, je leur fais confiance. Et parce que quand tu mets ton argent, surtout le privé, tu dois t'assurer qu'il y a un retour sur investissement.
Bon, le pétrole, effectivement, c'est un fantasme, c'est en même temps une malédiction. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on n'en parle pas du tout, mais qu'on s'y prépare. C'est-à-dire que, bon, ça peut se réaliser aujourd'hui, demain, mais qu'on prépare la filière. Sinon, on va se trouver, non pas le syndrome, on va vivre le syndrome hollandais, mais moi j'appelle ça le syndrome de l'Angola. C'est-à-dire l'Angola a eu du pétrole, mais il s'est aperçu trop tard qu'il avait du pétrole, ou trop tôt. En tout cas, le personnel n'était pas prêt. Du coup, il faisait venir du personnel de l'extérieur, il le payait à prix d'or. Il n'y avait aucun Angolais sur un plateau pétrolier. Donc moi, je pense que maintenant, et comme il y a quand même des recherches qui se font là-dessus, eh bien, les Comoriens, on doit préparer, on doit envoyer, on va donner des bourses à des Comoriens pour qu'ils se spécialisent, pour qu'ils soient formés sur le secteur pétrolier. Parce que c'est un secteur qui est exigeant et les gens vous font chanter. Moi, personnellement, j'ai vu un juriste spécialiste des secteurs pétroliers qui était payé, était consultant, 1 000 € par jour. 1 000 € par jour. Donc c'est pour dire que ça rapporte beaucoup. Parce qu'il fallait le payer. Et c'était un juriste, il rédigeait tout simplement un contrat. Hein. Il contrôlait, il proposait un contrat, tout simplement. Et là, à la fac de droit, on en a plein de juristes chez nous. Avec tous les diplômes que vous voulez, que ce soit la licence, la maîtrise, le doctorat, on a plein de juristes. Donc on peut former des juristes chez nous dans le secteur pétrolier. Et comme ça, quand on a, parce qu'il y a tellement, le droit il est partout, même en mer, même sur un plateau pétrolier, tout ça, il y a du droit. Hein, tout ça. Et puis quand vous voulez vendre, aussi, il faut des négociations, c'est du droit. Donc on a beaucoup de gens qui ont fait du droit. Pourquoi ne pas commencer à se spécialiser là-dessus? Et ensuite on a des techniciens, on a des plombiers, parce que c'est aussi une histoire de tuyauterie. C'est une histoire aussi de géologie. Donc il suffit qu'on forme le personnel de ce secteur-là. Il n'en faut pas, enfin je veux dire, que là-dessus nous avons les hommes. Nous avons le personnel qui peut être formé. Donc à mon avis, il faut déjà commencer à se tenir prêt. Et puis le jour où le pétrole jaillit, connaît au moins des Comoriens qui puissent... Parce que on s'en fout, ils seront bien payés. Parce que c'est comme ça, c'est la loi du marché. Sinon, lui, une fois formé, j'avais plein déjà d'Angolais qui étaient formés et qui ne restaient pas là parce qu'il y a Total Energy qui peut t'embaucher et te placer là-bas au Gabon. Donc une fois que tu as la formation, tu peux te faire vendre si tu ne veux pas. Si tu es un Comorien, tu as une formation comorienne en matière de plateau pétrolier, eh ben, si tu ne veux pas rester avec le Comore, tu peux te vendre à l'extérieur. Hein. Parce que je sais que Total Energy recherche des gens qui sont formés sur le secteur pétrolier pour les placer au Gabon. Donc c'est une bonne filière, ils vont former les gens et bien sûr les contractualiser et les tenir prêts à ce qu'ils puissent contribuer aussi à l'extraction du pétrole au Comores. Oui, c'est bien sûr, le pétrole est source de croissance. Seulement, il faut éviter le piège de l'économie de rente. Hein, parce qu'on a des pays africains comme l'Algérie, comme le Gabon, qui sont devenus des économies de rente. C'est-à-dire qu'il y a une surproduction, il y a une place trop grande dans le PIB du pétrole au détriment des autres secteurs. C'est-à-dire que on n'a pas utilisé l'argent du pétrole pour développer les autres secteurs. Donc, ce qui fait qu'on en a fait un nain économique. Au lieu de faire un géant ou même un pays moyen économiquement, on a ce qu'on appelle une économie de rente. C'est-à-dire qu'on reste là et on encaisse. Donc au lieu de travailler et encaisser, c'est-à-dire qu'une économie industrielle, une économie qui est besogneuse, ou une économie... Et c'est le risque qu'il y a. Hein. Le risque qu'il y a du pétrole, tout ça,
c'est de verser dans l'économie de rente, c'est-à-dire que de rester, de ne pas trop développer les autres secteurs. Voilà, moi c'est le risque que je vois. C'est parce qu'il faut beaucoup d'investissement pour l'économie bleue, hein. Donc il faut beaucoup d'investissement, il faut beaucoup d'innovation. Bon, maintenant que les populations sont sensibilisées aux risques climatiques, peut-être que on peut maintenant commencer à les sensibiliser aussi à l'économie bleue. Mais l'économie bleue, certes, c'est l'avenir, mais il faut quand même beaucoup d'investissement. Il faut aussi que les riverains, les côtiers l'acceptent et le comprennent pour qu'il y ait une économie bleue. Sinon, ils vont se dire non, c'est quelque chose qu'on nous importe et qu'on nous impose, etc. Donc l'économie bleue, c'est bien. Ok, l'océan Indien, on commence à développer ça. Mais bon, ça pourrait constituer aussi un secteur de convergence avec les voisins également. C'est-à-dire ça nous permettra de coopérer avec l'île de la Réunion économiquement, parce que pour l'instant, les pays de l'océan Indien, ils communiquent politiquement, quoi. Mais économiquement, on n'a pas de relation, il n'y a pas de convergence économique. Donc peut-être que l'économie bleue, dans l'océan Indien, on pourrait se mettre à développer ça, mais à condition quand même qu'on ait suffisamment d'investissements. Bon, les ressources, à mon avis, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas les ressources qui manquent aux Comores, encore une fois. Les banques de Comores regorgent d'argent, hein. Il y a une surliquidité, hein. Bon, les gens diront que les taux d'intérêt sont élevés. Ok, entre 7 et 14%. Ok, ils sont élevés. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, les activités qui sont proposées aussi, ils ne sont pas bancables, ça aussi, hein. Je veux dire aussi. Et puis ensuite, ce qu'il y a beaucoup de crédits, le portefeuille je veux dire de crédits qui sont en souffrance, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ne remboursent pas leurs dettes aussi, hein. Ce qui fait que bon, quand vous avez une masse critique de dette qui n'est pas remboursée, ça ne vous incite pas non plus à donner, même si vous avez les coffres forts qui sont pleins d'argent, quoi. Donc moi je pense que les Comores ne manquent pas d'argent. Les Comores, mais seulement, je ne sais pas, c'est les activités rentables. Et puis ensuite, il y a le gros problème qu'il y a, c'est au niveau de la justice. C'est-à-dire que si vous avez un conflit avec un commerçant ou un commerçant ou un civil et que vous ne savez pas comment la justice sera rendue, que vous avez des doutes, vous hésitez un peu aussi à vous lancer dans toute activité pour ne pas avoir de conflit avec quelqu'un. Donc ça freine un peu aussi cet élan. Donc voilà ce que je pense. Mais au niveau de l'économie bleue, et avec les voisins, il peut y avoir aussi une convergence, mais à condition d'investir, d'accepter d'investir dans ce secteur. Voilà, c'est pas mauvais, c'est une économie en devenir, mais il faut quand même qu'il y ait un financement là-dessus. Et je ne sais pas si les bailleurs vont dans ce sens, quoi. Voilà, est-ce que le financement doit être extérieur ou doit être local, quoi. Oui, pour attirer les jeunes dans cette discipline, c'est bon, à mon avis, il est vrai qu'il y a très peu de promotions à l'université pour inciter les jeunes, même dans les lycées, parce que ça commence tôt la vocation. Donc c'est vrai qu'on n'organise pas de rencontres, ni avec les économistes, ni avec le personnel du secteur économique. C'est vrai que là-dessus,
disons, je ne dis pas une défaillance, mais ça ne se fait pas. C'est dommage. Alors, ce que je vais lui conseiller, c'est d'abord choisir un sujet, bien sûr, qu'il aime, et surtout qui a en relation, parce que il y a des directeurs de thèse qui demandent souvent la note qu'on a eue sur la spécialité, parce que quand on fait un DEA, il y a plusieurs matières. Ensuite, en général, il faut faire sa thèse sur la matière sur laquelle vous avez eu la meilleure note, quoi. C'est-à-dire, si vous avez eu 10 ou 11, vous n'allez pas proposer un sujet sur une matière que vous n'avez pas brillé, quoi. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a des enseignants qui demandent ça, un directeur de thèse, quelle note vous avez eu lorsque vous avez préparé votre DEA. Donc, c'est très important. 2, que connaissez-vous du sujet que vous voulez développer en thèse? Donc, il faut bien se renseigner à l'avance, connaître la théorie et la pratique. C'est-à-dire parce que, et bien ensuite, choisir le directeur de thèse, il faut quelqu'un qui soit un spécialiste du sujet que vous allez traiter. Parce que par exemple, si vous voulez traiter l'économie sur les statistiques, il ne faut pas aller chercher un macroéconomiste ou quelqu'un qui est spécialiste en économétrie. Si vous voulez faire les statistiques, vous allez voir quelqu'un qui est versé sur les statistiques. Donc il faut vraiment frapper à la bonne porte. Et à ce moment-là, être prêt à répondre sur le plan théorique et pratique. Parce que tout directeur de thèse te donnera la question, te posera d'abord la question en pratique, qu'est-ce que vous en connaissez du sujet, voilà. Donc c'est pour cela que si vous y allez et qu'à chaque fois que le directeur de thèse vous pose des questions, vous hésitez, il ne va pas donner son accord, hein. Donc, et puis ensuite, il vaut mieux aussi connaître la pratique. C'est-à-dire que si vous développez quelque chose, un sujet, je dis comme ça, sur les prix, sur la consommation, sur tout ça, il faut aussi connaître un peu toutes les théories qu'il y a sur la consommation. Et puis ensuite, dans la pratique, et puis ensuite toute la controverse également. Donc de façon à pouvoir apporter une réflexion là-dessus. Et puis surtout l'avis, parce que si le directeur de thèse n'est pas d'accord, tu peux pas soutenir une thèse. Parce que celui qui signe le formulaire de thèse, donc s'il n'est pas d'accord, aux États-Unis c'est autre chose, parce que aux États-Unis on paye un directeur de thèse, il est payé. Donc, et à titre privé, tu le payes, alors qu'en France, non, il est prof. Il faut d'abord qu'il ait le titre de professeur, et puis ensuite après. Et puis ensuite, il y a le financement. Donc, il y a le financement, il faut quand même s'assurer du financement. Et puis, si on est dans un pays, je dis la France parce que je connais un peu, il vaut mieux ne pas prendre un petit job pendant la première année. Il vaut mieux pendant la première année se consacrer à sa thèse, c'est-à-dire parce que là c'est l'année de recherche des documents, il faut se documenter, etc. Il faut compter une année, bloqué, ne rien faire que ça, parce que sinon ça va se rallonger. Or c'est limité, si tu fais une thèse, si tu fais 3 ans ou 4 ans maximum, tu ne peux pas à chaque fois demander une dérogation pour reporter la date de soutenance, non. Donc il ne faut pas. Si on veut faire du petit job, il faut le faire la deuxième année ou la troisième année, mais pas la première année. Donc, ça, ce sont des conseils pratiques. Voilà, pratiques. Après, chacun gère sa scolarité comme il veut. Mais il faut s'assurer surtout du sujet et surtout trouver un directeur de thèse qui accepte de signer le formulaire, qui accepte de te diriger, parce que c'est le plus important. Une fois que... Et souvent, le directeur de thèse se demande le financement. Il demande souvent le financement parce qu'il sait que si tu n'es pas financé, tu n'avanceras pas. Donc lui, il ne veut pas collaborer avec quelqu'un qui n'avancera pas. Même si ça ne le regarde pas. C'est la première fois d'ailleurs que un enseignant demande comment tu manges, comment tu vis, où tu dors, etc. C'est le seul moment où dans ta scolarité, un enseignant te demande d'où tu habites, ce que tu fais, quoi.
si tu as les moyens de vivre, quoi. Sinon, en première année, on ne te dit rien, en deuxième année, on ne te dit rien. Mais en thèse, ton directeur de recherche demande comment tu vas vivre, comment tu vas faire la scolarité. Quoi. Donc, il te donne te pose des questions de la vie. Donc, il vaut mieux assurer quand même le financement, s'assurer le financement, le rassurer que vous allez être disponible et que vous avez un financement et que vous pouvez vous financer votre scolarité. C'est des détails pratiques. Après, en ce qui concerne le contenu, celui qui va te diriger, voilà, lui, bien sûr, il ne te donne pas les réponses, mais celui qui te dirige, si tu évolues dans le bon sens, tu fais les recherches dans le bon sens ou pas. Mais le plus important, c'est surtout ça, s'assurer du financement et puis ensuite toquer à la bonne porte, c'est-à-dire chez le spécialiste, et à ce moment-là bien argumenter pour que tu aies son accord. Et puis ensuite se renseigner sur le directeur de recherche bien avant de le voir. C'est-à-dire connaître comment il est, quelles sont ses publications, pour savoir un peu si c'est vraiment, si vous êtes dans le même domaine. Vous avez un domaine commun, vous partagez la même thématique, le même domaine de réflexion, avant de s'adresser à lui. Parce que c'est pas quelqu'un d'isolé et puis ensuite il a besoin de personne, c'est lui qui décide. Donc il faut effectivement bien argumenter. Et c'est pas parce que vous avez eu votre Master 2 que lui va accepter de vous diriger. Hein. C'est lui et lui seul qui décidera s'il est d'accord ou non. Donc effectivement, il y a tout un travail, toute une préparation à faire avant de s'adresser à un directeur de thèse. Il ne faut pas y aller comme si on va voir l'épicier ou comme si on va voir son instituteur. Non, non, non. Il faut préparer des arguments, il faut vraiment bien se préparer pour qu'il accepte, pour le séduire, pour le convaincre. Parce que vous avez des des directeurs de thèse qui répondent tout de suite, à d'autres qui disent bon ben je vais voir, etc. Mais en général, si c'est dans leur domaine, si vous voulez rassurer que vous avez le financement de votre thèse et que vous partagez la même conviction, vous êtes dans le même secteur, vous développez la même thématique, et à ce moment-là, en général, il donne son accord. C'est technique, c'est un peu cuisine, ça fait un peu cuisine, mais bon, il faut aussi passer par là.